خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le moment tant attendu. Après 2 émissions que nous avons diffusées sur le fameux livre dont nous avons révélé en exclusivité les grands axes, de Kabylie à Paris, l'histoire secrète d'un Algérien devenu honorable correspondant de notre compatriote Hamid Syed, beaucoup d'entre vous ont réagi, nous ont envoyé des questions, nous ont des interrogations et nous ont surtout demandé de réaliser une interview avec l'auteur de ce livre pour que vous puissiez le connaître et l'entendre. Parce qu'effectivement, son histoire, elle est extraordinaire, inédite, extravagante, spéciale. Les adjectifs manquent, mais nous avons décidé d'exaucer votre vœu. Passons aux choses sérieuses. Nous allons rencontrer, vous allez le voir, l'entendre, M. Hamid Syed. Vous allez enfin découvrir de sa propre bouche, comme on dit chez nous, son histoire. Il a rencontré des hommes exceptionnels, il a vécu des moments exceptionnels, il a été au cœur des événements les plus controversés de l'histoire de l'Algérie et des dossiers qui ont beaucoup pesé sur les relations algéro-françaises. Je vous préviens dès maintenant, néanmoins, nous n'allons pas pouvoir tout dire dans un seul épisode. Cette rencontre avec Hamid Syed va se dérouler sur plusieurs épisodes et dans cette première partie, nous allons nous intéresser surtout à cette amitié secrète et cachée qu'il avait avec l'actuel président de la République, Abdelmajid Tebboune. Hamid Syed, Azul Filaouen, marhaba bek. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais te tutoyer pendant cette interview, d'abord pour que tu sois à l'aise et pour que les Algériennes et les Algériens s'identifient au grand maximum au personnage. C'est ta première interview télévisée, c'est la première fois que tu dévoiles ton visage, que tu parles devant une caméra, et c'est la première fois que ton nom sort, parce qu'auparavant on te connaissait sous un pseudonyme français, Richard, alias Hamid Syed, alias Richard. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi tu as accepté de parler et pourquoi tu as décidé, après tant d'années de discrétion, d'apparaître en public? Eh ben, tout d'abord, Abdou, merci beaucoup pour l'invitation. Je te remercie beaucoup et je voulais aussi te rendre la monnaie. Merci d'avoir fait la pub et de relayer un peu. C'est grâce à toi aussi que le peuple algérien est au courant de ce livre, que tu es quand même un canal qui a énormément de vues en Algérie, en France, au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc voilà, j'ai accepté ton invitation alors que j'ai décliné BFM, CNews, tout ça, parce qu'en fait, mon histoire n'intéresse, je pense, que l'Algérie, que le peuple algérien. Comme je suis un fils de l'Algérie, je suis un patriote depuis ma naissance, donc voilà, je suis là pour expliquer un peu mes mémoires et mon histoire, voilà. Je suis resté dans l'anonymat tout simplement parce qu'il fallait rester dans l'anonymat, parce que je suis anonyme. Tout ce que j'ai fait, c'est anonyme, donc il ne fallait pas tout de suite le révéler, il fallait attendre que ça se mûrisse, voilà, que ça se mûrisse dans la tête des personnes, voilà, c'est pour ça. Et justement, alors Hamid Syed, juste pour planter le décor, avant d'avoir écrit ce livre, de Kabylie à Paris, l'histoire secrète d'un Algérien devenu honorable correspondant, publié aux éditions Ramsay, ici en France à Paris, en espérant que le livre soit diffusé correctement et pas interdit, censuré en Algérie. Devenu honorable correspondant, ça veut dire que tu étais une source et un contact et un interlocuteur des services secrets français et algériens à la fois. C'est pour ça que tu étais longtemps dans l'anonymat, parce que tu travaillais sur des sujets extrêmement sensibles que nous allons expliquer. Mais avant de parler du livre, est-ce qu'on peut parler de Hamid Syed, le Richard, alias Richard, Hamid Syed, connu à Paris comme Richard, juste pour préciser qu'on t'appelle le roi des brasseries parisiennes, que tu es un véritable exemple de réussite, puisqu'aujourd'hui, tu es à la tête d'un groupe d'une plusieurs vingtaines de brasseries à Paris en province, et que tu as une réputation d'un entrepreneur qui a beaucoup réussi en France, alors que tu as commencé à partir de rien. En 1980, comme il est si bien raconté dans ce livre, tu es venu pour être pompiste à Paris, en France, et tu deviens le roi des brasseries. Comment un Algérien originaire de Azazga,
depuis les années 80, peut réussir en France? Est-ce qu'on peut parler de ton parcours personnel avant d'attaquer les grands tabous de ton livre, les tabous brisés par ton livre? Ben, comme je l'explique dans le livre, ma chance est d'avoir rencontré des gens très intéressants, comme Jean-Maxime Lévesque, comme Jean-Louis Tixier-Villancourt, donc celui qui m'a ouvert les portes pour acheter ma première brasserie, c'est Jean-Louis Tixier-Villancourt, qui s'est présenté candidat à la présidence contre Pompidou. Donc je l'ai connu dans une station-service, une pompe à essence, et je me suis lié d'amitié avec lui, et puis il m'a aidé à acheter ma première brasserie. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai acheté ma première brasserie En quelle année? en 82. Je l'ai payé 200 000 francs, je l'ai revendu 2,5 millions. Ensuite, je suis parti à la gare Montparnasse. J'ai acheté une affaire, ma deuxième brasserie pour 7,5 millions. J'ai touché à peu près 7,5 millions d'indemnité de la SNCF. Donc voilà comment c'est parti. Je suis, on va dire, je suis, comme le dit dans le livre, chanceux, voilà. Je suis un homme chanceux, grâce à Dieu, voilà. Il n'y a pas beaucoup de chance, il y a aussi beaucoup de travail. Beaucoup de travail, bien Parce sûr, que bien sûr. on débarque de Azazga à Paris en 1980, tu étais encore à peine majeur, tu avais 20 ans, 21 ans si je ne me trompe pas, tu as commencé à zéro. Comment c'était? Est-ce que c'était facile en une décennie? Parce au début des années 90, tu es quand même celui qui veut racheter le Fouquet's. L'histoire a commencé comme ça, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que Hamid Syed, si tu n'avais pas voulu acheter le Fouquet's, tu n'aurais pas pu rencontrer les services secrets français, tu n'aurais pas pu rencontrer ça. Et comment un Algérien qui était pompiste, en 10 ans, il veut acheter le restaurant le plus prestigieux de France, et parmi les plus prestigieux du monde, le Fouquet's quand même? Ben, ça s'explique, comme je te l'ai dit. Donc, deuxième opération, j'ai touché pas mal d'argent. Bien sûr, j'ai travaillé pas mal. Avant de commencer dans les brasseries, j'ai fait pas mal de petits boulots. Distributeur de prospectus, plongeur, on avait tous les boulots. Serveur, barman, tout ça. Et puis, donc, ma chance, comme je le dis, j'achète une deuxième brasserie où je touche, on va dire, le loto. C'était la SNCF qui m'indemnise. De là est parti, j'ai rencontré encore une fois, la chance me sourit, je rencontre le neveu de Jean-Maxime Lévesque, qui était président de plusieurs banques, président d'honneur, il était aussi président du CCF et du Crédit Lyonnais, et c'est lui qui nous a poussé à acheter des belles affaires. Voilà. Il voulait qu'on achète de belles affaires en France, à Paris, voilà. Voilà comment c'est parti. Et l'aventure du Fouquet's, comment elle a commencé? Comment tu as eu l'idée, tu as osé vouloir acheter le Fouquet's? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu as eu des problèmes après juste ça. Juste après ça, quand tu t'es attaqué au Fouquet's, une grande institution de la restauration en France, tu as commencé à avoir des problèmes. Oui, donc nous, on a acheté environ 17 brasseries, pas mal, des belles brasseries, le Cluny, le Saint-Germain, pas mal, des grosses brasseries. On est arrivé à peu près, voilà, on avait un encours à peu près de, je ne me rappelle plus. Et là, Jean-Maxime Lévesque nous dit, écoutez, moi je suis pas très à l'aise de financer des petites brasseries. Moi je suis un grand banquier, Sylvain qui était associé avec moi, Sylvain Lévesque, il nous dit, écoutez, moi je préfère que vous achetiez des grosses affaires. On peut pas, vous n'avez pas le droit de salir mon nom. Vous faites honte à mon nom. Jean-Maxime Lévesque qui finance une brasserie porte de Clignancourt, pour moi c'est la honte. Vous faites honte à ma famille. Moi j'aimerais que vous achetiez des grosses affaires comme le Fouquet's, comme un grand hôtel avec les murs. Il avait cité l'hôtel Monceau, ou acheter des belles choses. Et dans 15 ans, 20 ans, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si l'argent, on l'a, on peut vous financer. Nous sommes des experts en finance, on sait les affaires qui marchent, les affaires qui ne marchent pas. Mais on ne peut pas tolérer de financer des petites brasseries. Pour lui, le Cluny, c'est une petite brasserie. Voilà. Il vous a donné des ambitions. Voilà, des ambitions. C'était au début des années 90. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
par rapport au Fouquet's. Alors là, on lui a dit, écoutez, on a trouvé une brasserie. D'ailleurs, on a dîné au Fouquet's avec lui. On lui a dit, écoutez, il faut savoir que Jean-Maxime Lévesque, c'était quelqu'un de très, très important, même influent politique en France, et surtout banquier argentier du RPR à l'époque. Le RPR, c'était l'ancien parti de la droite de Jacques Chirac. C'est aujourd'hui, on les appelle les Républicains. C'était le plus important parti de droite à l'époque. Voilà, il avait La même droite créé française. un parti qui s'appelait UNIR. C'était à lui, à Jean-Maxime Lévesque, qui était vraiment très, très influent. Donc on lui a dit, écoutez, on a une opportunité, c'est d'acheter le Fouquet's. On a été négocier le prix avec le propriétaire. Donc il a dit, écoutez, c'est bon coup. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, vous pourrez le revendre parce que placé où il est placé, Avec son nom et son prestige. à l'avenue des Champs-Élysées, à l'angle de l'avenue Georges V, il a dit qu'il n'y a pas de souci, il est là pour le financer. Et de là, on a commencé à me chercher des problèmes. Il faut dire que c'est la concurrence. C'est la concurrence, c'est pas méchant. On a fait des jaloux, quoi. Voilà, on a fait des jaloux parce qu'il y avait aussi un brasseur avec nous. Donc les brasseurs en face ont écrit des lettres anonymes au procureur de la République en disant Monsieur Siad, c'est pas normal. Il arrive d'Algérie. C'est un petit Algérien qui veut racheter le Fouquet's, qui en a déjà 17, il a une vingtaine. On se pose des questions. Est-ce que c'est pas l'argent des généraux? Est-ce que c'est pas l'argent de la drogue? Est-ce que c'est pas l'argent des armes? Donc tout ça, une enquête était ouverte. Qu'est-ce que une enquête préliminaire, je ne sais pas, ça a été ouvert. Donc j'étais convoqué à la brigade financière. J'ai été voir quand même la banque pour avoir la certitude que c'est eux qui financent. Et là, à partir de là, c'est là que les services sont intéressés à moi. Les services secrets français. Français, Voilà. Convocation des services secrets français, avec un rapport des renseignements généraux. Ils avaient fait un rapport d'une dizaine de pages, en disant qui c'est ce monsieur Siad, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est. Donc la DST s'est intéressée à moi, j'étais convoqué à la DST aussi, il fallait s'expliquer, voir est-ce qu'il y a des armes, il y a ceci, bon. Non, mais ils ont fait l'enquête. Donc il y avait une grosse enquête sur cet petit Algérien, comme tu dis, qui veut maintenant devenir le propriétaire du Fouquet's. On m'a passé à la moulinette. Ça veut dire ils n'ont rien laissé. C'était en 90 ou en 91 cette histoire? 91, voilà, 91, 92, 93, voilà, début. Des années 90. Voilà. Donc ils m'ont passé à la moulinette. La brigade financière a classé l'affaire, il n'y avait rien. La DST, je suis devenu des amis, on est devenus en alliés d'amitié, mais à mon avis, comme tu l'as expliqué, c'est peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête, c'est peut-être pour ça, voilà. Donc on a sympathisé, je les revois, voilà. Donc voilà à peu près, voilà, on se situe avec l'affaire du Fouquet's. Ensuite, on a renoncé à racheter le Fouquet's parce que on s'est dit, écoutez, on va attendre, on verra bien. Voilà, mais on avait le chèque pour acheter le Fouquet's. Comme ça faisait beaucoup de bruit, vous aviez préféré à l'époque reculer un peu. Voilà, reculer, mais on avait c'est comme si on l'avait acheté. Voilà. Mais c'est une affaire de prestige. Ensuite, je pense que ça a été revendu peut-être 10 fois le prix. Aujourd'hui. C'est quand même incroyable ce que tu racontais ici, Hamid, parce que là, on est en train d'entendre une histoire où le Fouquet's, l'un des plus célèbres restaurants de France et du monde, a failli être racheté par un Algérien. C'est quand même un fait assez rare. Donc à l'époque, tu avais vraiment l'ambition tu avais vraiment cette ambition-là, tu voulais vraiment aller loin. Ah oui, bien sûr, on avait les finances, on était... Voilà, il n'y avait aucun problème. Pour nous, c'était la banque qui finançait, il n'y avait pas de problème. Et puis on était suivi par un grand expert de la finance. C'était un des plus grands banquiers du monde, Jean-Maxime Lévesque. Il siégeait dans les plus grosses banques mondiales.
Donc, il n'y avait aucun problème, au contraire. Non, alors, la page du Fouquet, tu l'avais tournée, mais il s'avère que les services secrets français sont devenus tes amis et que petit à petit, tu vas commencer à travailler avec eux. C'est ce qui s'est Absolument. passé. Tout à fait, non, on s'est liés d'amitié. C'est lié d'amitié, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à propos? Comment tu es devenu leur contact? Comment l'idée de travailler, d'être leur collaborateur s'était installée dans ta tête et comment après tu es devenu l'intermédiaire avec les autorités algériennes? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est passé très vite. 93, décennie noire, Voilà. Début de la le tragédie. Fouquet, Tebboune qui était là à Paris, On va en parler. voilà, Tebboune, les services secrets français, les services secrets algériens, tout est venu vraiment d'un coup, voilà, très très vite. Ça s'est enchaîné très très vite. Voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai montré justement un article de VSD, un journaliste du VSD qui a sali déjà l'Algérie. Il a sali Chadli, en disant que Chadli, c'était quelqu'un qui roulait dans des voitures volées. Et puis il a écrit sur moi, c'est lui qui m'a sali en disant, voilà, Hamid Siad, des Algériens. Enfin, c'était vraiment un anti-algérien. Le VSD, c'est un journal People un peu. People, People voilà. français qui s'était attaqué à toi à l'époque et qui écrivait beaucoup sur l'Algérie au début des années 90. Voilà, voilà, absolument. Donc, le soir même, je montre l'article de VSD à Abdelmajid Tebboune qui me dit, écoutez, ça ne te concerne pas. Ils attaquent surtout la concurrence. On va parler de Tebboune dans un petit moment. Est-ce qu'on peut juste avoir des précisions, Hamid, parce que là tu parles d'un contact originaire de Toulouse, apparemment un membre des services secrets français qui lui est devenu ami avec toi et qui a commencé par la suite à te donner des documents et te demander d'entrer en contact avec les Algériens. Est-ce que ça s'est passé comme ça réellement? Non, on peut le citer maintenant, c'est un Français, il est français, il a travaillé contre l'antiterrorisme. Je l'avais hébergé. Et donc lui, il était... C'est un officier des services secrets français, Ah avec ouais, la DST. non, Pas de DST. l'antiterrorisme. Voilà, il y a la DST, après il y a l'antiterrorisme. Donc lui, il a travaillé avec l'antiterrorisme, donc il connaissait bien le sujet. Il travaillait surtout sur l'Algérie. Voilà. Son domaine, c'était l'Algérie. Oui. Parce que la DST, les services, c'est vaste. Mais lui, il était vraiment particulièrement sur l'Algérie. Il s'appelait comment? Il s'appelait Patrick Robert, il est mort, Allah yarhamou, il est mort. Donc, je l'ai hébergé, puis après on commence à discuter. Et il commence à me dire, voilà, qu'il travaillait sur l'Algérie, sur tout ce qui est terrorisme en Algérie. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est lui qui m'a appris le renseignement, surtout c'est lui, donc avec des informations, c'est-à-dire confidentielles, il travaillait dessus, voilà. Donc après ça, donc je contacte l'ambassade à travers Oussedik, Maître Oussedik. Qui était ton avocat. Voilà, il était mon avocat pour la diffamation. Voilà. C'était un Algérien installé en France. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir son nom complet pour les gens, pour sa mémoire, parce qu'il est mort, Allah yarhamou? Mourad Oussedik, donc ancien bâtonnier, ancien avocat du FLN. Et voilà, c'est son histoire. Et puis après, il s'est installé à Paris. Voilà. Donc, comme tu le dis dans le livre, donc, ton ami des services secrets français spécialise dans une section spécialement dédiée à l'antiterrorisme. Tu vas l'héberger, tu vas l'aider parce qu'il traversait une période de sa vie difficile. Il se confie à toi et c'est lui qui te demande pourquoi tu ne deviendrais pas notre contact avec les Algériens. Et si je ne me trompe pas, ensuite, c'est Maître Oussedir qui a eu beaucoup de contacts avec l'Algérie. C'est lui qui va te permettre de te contacter directement les autorités algériennes à travers le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est comme ça, voilà.
Mais au début, tu étais conscient de ce que tu faisais? Comment un entrepreneur, un homme d'affaires qui faisait que gagner de l'argent se retrouve ensuite entre services secrets français, services secrets algériens? Comment tu as eu l'idée, d'ouvrir la porte de ce monde qui est sombre, qui peut être troublant? Eh ben, tout simplement parce qu'il fallait aider l'Algérie, hein, je pense. Moi, voilà, je voulais aider l'Algérie. Surtout, je vais revenir un peu en arrière, si tu le permets. Bien sûr. Je crois que c'était en 86, quand il y a eu les attentats ici rue de Rennes avec les Iraniens et tout. Donc, j'ai eu aussi la chance de connaître les Iraniens, qui étaient mes clients dans la brasserie. Et j'avais un leader comment on appelle ça, de Khomeini, de Khomeini installé à Paris. C'était vraiment un leader qui venait régulièrement dans mon café. À chaque fois, il me disait, voilà, écoute, Hamid, il va y avoir des attentats, ceci, cela. Et à chaque fois qu'il dit qu'il va y avoir un attentat, c'était vrai. Vous dites demain il va y avoir un attentat, le lendemain il y avait un attentat. Sur le territoire français? Territoire français. Donc moi je l'ai signalé un petit peu. Bon, pas vraiment parce que c'était des gens très très dangereux, des Iraniens. Donc c'est des gens qui étaient... Et puis de là, il me dit, écoutez, on va déstabiliser la Tunisie et le prochain, ça va être l'Algérie. C'était en 86. Il dit, le prochain pays, ça va être l'Algérie. Et je sais qu'il le dit, c'est parce que c'est vrai. S'il le dit, c'est qu'il a des informations. Il fait partie vraiment du sérail de Khomeini. Et pourquoi il te confiait cela? Il était client, j'avais ma brasserie à côté de... ils avaient un centre culturel, donc il venait régulièrement. C'était un ami, c'est devenu un ami, voilà. Mais lui, bon, il parle parce que je pense qu'il parlait sous l'effet de... L'alcool? Pas de l'alcool, je ne sais pas, il parlait sous l'effet peut-être du triomphalisme. Triomphalisme. Voilà, il parlait de ça parce que ils étaient vraiment très montés. C'était les gens de Khomeini. Donc il me dit, voilà, l'Algérie va basculer. En 86, je pense. Je prends ma voiture, je vais rue Hamelin. C'est là où il y avait l'ancienne ambassade d'Algérie en France. Je gare ma voiture, je monte. L'accueil me dit, vous voulez quoi? Je dis, c'était pour vous donner une information. Information de quoi? Je dis, sécuritaire. OK. On monte les escaliers, il y a quelqu'un qui me reçoit, asseyez-vous. Donc il me dit, qu'est-ce qui vous emmène? Ben, j'ai dit, écoutez, voilà, j'étais une brasserie, je sais, il y a des Iraniens qui sont dans la brasserie, mais il y a quelqu'un qui est un leader. Voilà ce qu'il me dit, que l'Algérie, ils vont la déstabiliser. L'Iran va déstabiliser l'Algérie. Puis, mais attends, il dit, tu sais à qui tu parles? Nous sommes les services de sécurité, nous avons un truc hermétique, personne ne peut rentrer dans nos frontières sont bien protégées et tout. Ben, j'ai dit, écoutez, moi je vous le dis, c'est gratuit. Hein. C'est pas, je vous donne l'information gratuitement. Mais je sais que cette personne, quand il me dit quelque chose, ça se passe. D'ailleurs, je vais revenir, le jour où il y a eu l'attentat rue de Rennes, qui a fait beaucoup de morts, je lui ai dit, aujourd'hui, ça va exploser à quelle heure? Comme ça, hein? Il m'a fait à 5 heures. Il m'a fait ça. À 5h15, ça a explosé. Et je le vois, il jouait au flipper, il commençait à faire sa prière. Vous voyez un peu, donc c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un qui avait été bien informé. C'est incroyable. Incroyable, mais ça s'est passé comme ça. Voilà, moi je tombe sur des trucs incroyables. Donc voilà. Donc je donne l'information, le gars de la sécurité là-bas à l'ambassade, il me dit, écoutez, nous on va faire le nécessaire, on va envoyer quelqu'un qui va, dans ta brasserie, va écouter, va un petit peu voir ce qui se passe.
Voilà comment ça s'est terminé. Donc après, on a vu l'ampleur c'est le Hezbollah, je pense, non? Ouais. L'Iran, c'est ça, non? L'Iran, c'était les Mollahs. Les Mollahs, on a la vu République l'ampleur. On a islamique, vu etc. voilà, la République islamique, comment ils ont fait au Liban, comment ils ont été voilà, un peu partout. Voilà, donc à partir de là, donc ce qui ensuite, toi ou là, moi, si on nous dit demain il va y avoir quelque chose, un attentat, on est obligé de le signaler. Tu as eu peur pour l'Algérie, en fait. On a eu peur pour l'Algérie. On a eu très très peur pour l'Algérie, et puis on a vu ce qui s'est passé. Moi j'étais plusieurs fois, mais c'est que des allers-retours 24 heures. J'ai eu par exemple à l'hôtel, je sortais de l'hôtel Jazaïr. Oui, c'est ça, Saint-Georges. Saint-Georges, On voyait des têtes de mort. Voilà, donc c'était la peur sur la ville, peur sur le pays, c'était vraiment... Voilà, donc ce qui s'est passé, il fallait vraiment donner un coup de main à l'Algérie si on pouvait, voilà. Alors, comment ça se passait ensuite ta collaboration entre les services secrets français et algériens? Ben, ensuite, c'était la confiance. Ils ont vu que c'était la confiance, des renseignements vérifiés. Puis après, c'est parti, il y a eu des échanges. Voilà. Et moi, j'ai fait l'intermédiaire. Toi, tu n'as été que l'intermédiaire. Ouais, que l'intermédiaire. Est-ce que tu peux nous décrire une scène? Comment tu faisais l'intermédiaire plus exactement? On te donnait des papiers, tu les donnais. Comment ça se passait? Voilà, c'est des enveloppes, je donnais, voilà. Et toujours la même source? Les mêmes sources. Après, il y a eu quand même des gens qui ne voulaient pas que le fanatisme passe en Algérie. Les journalistes m'ont aidé, les journalistes français. Pas mal de gens ont aidé l'Algérie. Enfin, à travers moi. Bon, après, c'est des amis qui travaillent un peu comme journalistes, qui travaillent à l'aéroport, qui travaillent un peu partout. Donc, dès qu'on avait une information, ils nous la donnaient, je la transmettais. Mais pourquoi ils t'ont choisi, toi, et pas le canal officiel? Parce que les autorités algériennes et françaises, les services secrets français et algériens, pouvaient se parler entre eux. Pourquoi ils t'ont dit à toi, va prendre cette valise, donne-la aux Algériens, et vice-versa? Même les Algériens te donnaient une valise ou des documents pour que tu la donnes. Des documents. Des documents, une valise avec des documents. C'est pour dire, en échange d'informations. Pourquoi c'était ce canal-là qui a été choisi et pas le canal officiel? Ben, à l'époque, il n'y avait pas de canal officiel, même s'il y avait canal officiel, mais il ne marchait pas. C'est un canal qui était mort. Personne ne voulait que l'Algérie s'en sorte. Surtout les politiques françaises. Les politiques français comme le président et tout, ils ne voulaient pas que l'Algérie s'en sorte. D'ailleurs, ils ont cautionné même le fils. De l'époque de Mitterrand. Et voilà, Mitterrand. C'était à l'époque de Mitterrand. Donc le canal officiel était fermé. L'Algérie était au plus bas de son histoire. Mais le canal service, c'est un service de secours. Les services, c'est un service de secours. Donc on a réussi, enfin à travers moi, il n'y a pas que moi, je pense qu'il y a eu aussi peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, mais à travers moi, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné à la confiance. On a confiance, on vous fait confiance et ça marche. Est-ce que tu as rencontré des dirigeants des services secrets algériens connus à l'époque avec lesquels tu parlais et tu faisais confiance? Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que les renseignements étaient vraiment très très confidentiels, secret défense. Donc j'avais rencontré à l'époque, c'est une petite équipe, il ne faut pas se croire qu'on a travaillé avec tout le monde. On a travaillé surtout au départ, j'étais reçu, on peut le dire, hein, par Ali Ben Daoud. Ali Ben Daoud, Voilà, Ali Ben j'étais Daoud qui reçu est par lui devenu... Voilà. dans une mosquée. Alors, juste j'explique, Ali Ben Daoud, les Algériens le connaissent aujourd'hui parce qu'il est devenu général. Il a été longtemps patron du bureau de sécurité des services secrets algériens à l'ambassade d'Algérie à Paris. Ensuite, à l'époque de Bouteflika, il était devenu le patron de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure et de l'enseignement extérieur algérien. Mais à l'époque, quand tu l'as rencontré dans les années 90, il n'était que capitaine. Oui, il doit être, son grade peut-être capitaine. Ouais. Voilà, donc il m'a reçu dans une mosquée, j'ai eu très peur.
Alger. À Alger, ils sont venus me chercher, donc on m'a amené dans une mosquée, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on a discuté, c'était en plus la nuit, le lendemain, donc on a vu le général Fodil. Fodil Saïdi, Saïdi. Allah yarhamou, Fodé voilà. Saïdi, pour rappeler juste, je donne quelques références, Hamid Belak Nes Mataraj. Fodé Saïdi était patron à l'époque du service de renseignement extérieur. Il était mort dans un accident en 1996. Mais à l'époque, c'était lui le patron des services de renseignement, du renseignement extérieur algérien. Voilà, donc il m'a reçu. Et puis après, on a continué à travailler Fodil, Ousdir, Swames et moi. Swames, c'est le colonel Habib Swames, qui était à l'époque le patron du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'était début des années 90. Voilà, donc voilà, l'équipe, elle était là. Après, Swames m'a dit qu'il était en contact avec Zerwell, souvent. Yamin Zerouel, qui Voilà. est arrivé au pouvoir en 1994. Voilà, et Saïd était aussi son partenaire, on va dire. Voilà, donc c'était une petite équipe, voilà. Ici aussi en France, c'était une petite équipe. Voilà, c'est l'antiterrorisme, c'est la DST, c'est ceci, voilà. Donc, C'était qui du côté français, honnêtement? On a donné les noms des dirigeants algériens. C'était qui comme dirigeant français avec lesquels tu collaborais ou qui te recevaient? Un exemple. ben, j'avais dit Patrick Robert, on est resté longtemps, on a travaillé pas mal ensemble. C'était quelqu'un vraiment de très fiable. C'était sans. Il s'occupait que de l'Algérie, donc il connaissait très très bien le sujet. C'était un haut gradé? Mais ouais, en gradé, il était commandant. Après, il y a eu à la DST, il y a eu, voilà. Il y a eu qui? À la DST, il y a eu pas mal. Un exemple. Non, en fait, il ne porte pas les vrais noms. Oui, mais voilà. Voilà, il ne porte pas les vrais noms. Donc, on a travaillé énormément. Donc, je peux citer quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Donc, on l'a surnommé 007 à la DST, pour vous situer l'intelligence. Donc, avec lui, on est resté. Je suis toujours ami avec lui. Donc, lui, son surnom, c'était Philippe Balanche. Voilà, donc on est resté jusqu'à maintenant, on est amis. Donc lui, c'était quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour l'Algérie. Donc il y a eu des échanges. Voilà, le renseignement, c'est comme ça. C'est donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes, voilà. Mais bon, il y avait plus les Français à donner aux Algériens qu'aux Algériens parce que il fallait sauver l'Algérie. Alors, si je comprends bien, Hamid, en fait, les services secrets, des responsables des services secrets algériens te donnaient à toi des infos pour aider les services secrets algériens à démanteler ou lutter contre les groupes armés, terroristes islamistes. Parce que les autorités politiques françaises ne leur donnaient pas le feu vert pour transmettre ces informations par le canal officiel. C'est ça. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tu as bien résumé, mais il faut savoir aussi que même au jour d'aujourd'hui, même qu'il y ait une entente cordiale entre les deux pays, les services donnent ce qu'ils veulent. Les services donnent ce qu'ils veulent. Pour avoir du renseignement, il faut qu'ils aient confiance en toi. Parce qu'il faut qu'il y ait des notes. Il faut faire des notes pour qu'on donne du renseignement à l'autre pays. Et tout. Maintenant, si un commandant ou je ne sais pas, un commissaire, il se lie d'amitié avec une autre personne, c'est la confiance. Le renseignement, c'est la confiance. Voilà, si tu veux obtenir du renseignement, ce n'est pas avec être dur que tu vas... D'abord, c'est la confiance, le renseignement coûte cher, il faut entretenir des relations, ce n'est pas combien d'argent on va prendre des renseignements. Ça ne marche pas comme ça. Juste une question, j'imagine qu'à l'époque, tu dépensais ton propre argent. Ah oui, absolument. Tu organisais les rendez-vous, tu as invité à manger, tout ça, c'était ton argent. Ah, c'est mon argent de poche. Personnel. Tu as dépensé pour jouer le rôle de l'intermédiaire entre les services secrets français et algériens. Algérien, avec pas mal de... Voilà, parce qu'il fallait organiser des déjeuners, des dîners, il fallait sortir. Il ne faut pas dormir, il faut chercher le renseignement, il faut accepter les invitations. Ça se passe comme ça.
Je te dis, c'est une relation, il faut entretenir la relation avec les gens. Est-ce que ça t'a coûté beaucoup d'investissement? Alors nous, on avait fait à l'époque, on avait fait les comptes avec Maître Sdir. D'ailleurs, ils m'ont dit, écoutez, dès que la situation va se stabiliser, on a fait les comptes, j'ai dû dépenser, à l'époque, hein, dans les années entre 93 et 95 et tout, j'ai dû dépenser 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros de ma propre poche. Voilà. Et ce rôle d'intermédiaire entre les services secrets algériens et français, ça a duré combien d'années pour toi? Peut-être 3 ans. 3 ans, mais après, ça a duré. Mais après, quand l'Algérie avait retrouvé sa stabilité, il n'y avait plus de guerre civile, donc je me suis retiré. Et puis bon, les dirigeants sont... Fodil Saadi était mort, Allah yarhamou. Voilà, Souamé s'était décédé aussi, puis voilà, puis l'Algérie a retrouvé sa liberté. C'est-à-dire qu'après La 86, paix, elle a retrouvé la paix. après la décennie noire, tu es resté un des intermédiaires, mais c'était beaucoup moins permanent que... Absolument, absolument. Je tiens juste à signaler, Ajma'a, pour celles et ceux qui sont en train de dire, mais c'est incroyable ce que raconte Hamid Syed, que l'Algérie a reconnu les efforts de Hamid Syed. Voilà, dans son livre, il nous publie, d'ailleurs tu l'as publié, la cérémonie en 2021, quand tu as été reçu par, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bourkadoum, voilà, pour recevoir une sorte d'attestation, un certificat de remerciement officiel que l'État algérien t'a remis pour le travail accompli en faveur de ton pays. Voilà, donc c'est une lettre qui a été signée par Bourkadoum, voilà, adressée à M. Hamid Richard Syed, parce que voilà ton nom. Voilà, la page, elle est là. Donc, les autorités algériennes ne peuvent pas nier, personne ne peut démentir ce que Hamid Syed est en train de raconter. Hamid Syed Richard, voilà, pour le nom complet, le nom vrai là, Hamid Richard Syed. Voilà, la photo de la réception, elle est là. C'était, voilà, je vais vous donner la date exacte. Voilà, c'est le consulat d'Algérie à Bobigny aussi qui t'avait remis un certificat de remerciement. C'était en 2021, c'est ça. 2021, si je ne me trompe pas. Oui, en 2021, c'est écrit là. En fait, si tu lis bien la lettre, Ouais. enfin le certificat, comment on va dire, il dit bien, tu as travaillé pour nous, on te remercie, mais il faut continuer à travailler pour nous. Si tu vois bien entre les lignes. C'est ce que dit exactement les remerciements, voilà. Alors, maintenant, on ne peut pas tout raconter en dans un seul épisode. Et je pense que Hamid, t'as pas tout dit dans ton livre. Non, on n'a pas tout dit parce que bon, c'est tout à fait normal. Il faut. Il y a des événements très sensibles. Non, il faut protéger les gens, il faut protéger les sources, il faut protéger. Voilà. Mais j'ai dit juste un petit peu pour. Alors, avant, pendant cette période-là, et juste au moment où tu es devenu une source ou un intermédiaire entre les services secrets français et algériens, c'est là où tu vas devenir, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a tout un chapitre consacré à cette histoire, le chapitre 16 de ton livre, un futur président à ma table, tu vas devenir l'ami de Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République. À l'époque, tu l'avais rencontré à Paris. Il venait de quitter donc, un poste au gouvernement. Il était entre 91 et 92 ministre délégué aux collectivités locales. C'était à l'époque de Sidi Ahmed Ghazali. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui était son supérieur direct, c'était l'Arbi Belkher. Et lui, il venait de quitter le gouvernement. Il traversait on va dire, une traversée du désert, voilà. Il n'avait plus de poste officiel. Et c'est là où tu es devenu son ami. Tebboune, toi et Tebboune, vous êtes amis en fait. Bon, oui, on a partagé pas mal de moments ensemble. Mais il faut savoir que Tebboune, je l'ai connu avant les services. Ouais. Je pense que, ouais, voilà, avant les services. Et donc, voilà, c'était un ami qui venait à Paris, qui séjournait à Paris. Donc, il venait au Cluny, et c'est là qu'on a sympathisé ensemble. Le Cluny qui est l'une de tes brasseries. Voilà, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel. Voilà, à l'angle, voilà. Il prenait un café chez toi. Voilà, il prenait, on a sympathisé, on a partagé de bons moments ensemble. Voilà, d'abord, je vous souhaite une bonne campagne là pour les élections. Justement, dans ton chapitre, ce qui est quand même étonnant, c'est que tu nous décris
Un Abdelmajid Tebboune agréable, affable, qui voulait œuvrer pour les relations franco-algériennes, il voulait rapprocher l'Algérie de la France, qui était très critique, qui voulait le Grand Maghreb, qui était très critique vis-à-vis de la dépendance vis-à-vis de la Russie, qui voulait une économie moderne pour l'Algérie. C'est vraiment ça l'Abdelmajid Tebboune qui était ton ami. Tu discutais de lui, avec lui, tu discutais de cela. Ah oui, on discutait beaucoup ensemble, on a partagé de bons moments, on a marché beaucoup ensemble. Lui, donc, c'était quand je revois Abdelmajid maintenant, c'était un économiste. Il parlait souvent d'économie. D'économie, voilà, c'était quelqu'un vraiment, un homme du peuple. C'était un homme du peuple, il parlait d'économie, il voulait vraiment faire beaucoup de choses pour l'Algérie. C'est vraiment un patriote. C'est un patriote, il était... Alors, le personnage, c'est quelqu'un de très cordial. Il était comment? Il avait le sens de l'humour, vous blaguiez beaucoup, vous sortiez, il aimait les restaurants, il aimait les brasseries, c'est un bon vivant. C'était une personne normale comme moi, donc c'était quelqu'un de normal, on discutait, voilà. C'était plutôt moi qui riais beaucoup que lui, parce que bon, lui, il était toujours sérieux. Toujours sérieux, c'était quelqu'un de correct, sérieux, raffiné, voilà, jamais un mot en plus. C'était un bon ami à toi. Voilà, reposant, c'était vraiment, voilà, c'était un complément. C'était vraiment, je trouve en lui quelqu'un de bien, voilà, c'est pour ça que je suis resté avec lui. Dans ton livre, Hamid, tu racontes qu'une fois, durant les années 90, il venait à Paris, dans un hôtel pas très loin de Boulevard Saint-Germain-des-Prés, et s'est fait voler. On lui a volé son portefeuille, et qu'il n'avait plus d'argent pour son séjour, pour rentrer après. Tu lui avais prêté de l'argent, etc. Et pour te remercier, il t'avait invité chez lui à Alger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous la raconter cette Absolument, il arrive, il m'a dit, écoutez, je descends à l'accueil, je tourne à droite, ma sacoche est partie. Il y avait son argent. Ben, je dis, si tu as besoin, je suis là pour t'aider, il n'y a aucun problème. Donc, je lui ai prêté de l'argent, il m'a invité, et c'est là que ça m'a vraiment touché. C'est un homme de principe. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'arrive chez lui, il ouvre l'armoire. La première chose qu'il fait, tiens ton argent. À Alger. À Alger. C'était en quelle année? À Saoula. Il avait une ville à Saoula. Il m'a dit, tiens ton argent. Là, ça m'a vraiment touché. C'était en quelle année? 93 peut-être, je ne me rappelle pas, 93, 94. Mais voilà ton argent. Là, je suis resté, comme on dit, bouche bée. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ouais. Donc, tu as passé la nuit dans sa maison, tu as été hébergé chez lui. Voilà, je suis resté chez lui, on n'a pas dormi. On est resté nuit blanche, on a fait une nuit blanche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la décennie noire, les gens ne dormaient pas la nuit. Ils attendaient qu'on vienne les tuer. À l'époque, la décennie noire, c'est ça. Les gens ne dormaient pas. Ils avaient peur des terroristes pour qu'ils viennent les égorger. Donc, Abdelmajid Tebboune, je suis resté avec lui. On n'a pas dormi. Il a sorti de sa poche, comment on appelle ça, un pistolet chargé et tout. Je pense que même dans les armoires, il devait y avoir des fusils de chasse. C'était vraiment la peur au ventre. Les gens ne pouvaient pas dormir. C'était vraiment quand la nuit venait à... Donc à l'époque, tous les officiels algériens ou les anciens commis de l'État avaient l'autorisation de porter des armes pour se défendre contre des attaques de groupes armés terroristes. Voilà. D'ailleurs, après ça, ils ont autorisé même le peuple. Oui, voilà, autodéfense et tout ça. Mais pour te dire, donc je suis resté avec Abdelmajid Tebboune, il a peur au ventre. Mais moi, je ne comprenais pas vraiment. Mais c'est après que j'ai compris. Il y avait le couvre-feu à 17h ou 15h. Personne dans les rues. Les gens qui étaient dans... D'ailleurs, il y avait les fameux ninjas. Les gens attendaient vraiment la mort chez eux. Ça, il faut que les jeunes aujourd'hui le sachent. On a tendance à l'oublier. La décennie noire a fait beaucoup de... Elle a paralysé le pays, l'économie à plat. Et comment il a vécu, lui, Abdelmajid Tebboune? Qu'est-ce qu'il te racontait? Comment il vivait tous ces événements-là?
Ben lui, ils sont d'abord sortir de cette crise, de cette guerre civile. Il voulait qu'on sorte de cette guerre civile. Il avait peur comme tout le monde. Il avait peur comme tout le monde. Voilà, comment s'en sortir. Il fallait s'en sortir. Lui parlait, comme je dis, son rêve, c'était de, comme je le disais, un jour il m'a dit, écoutez, j'ai entendu parler d'un café loto à Paris, c'est le café de la chance. On va aller jouer au loto. J'ai dit, on va y aller. Bon, on a joué 10 euros, je ne sais pas combien. Et je lui dis, mais Majid, si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu gagnes une cagnotte, il y avait une cagnotte, comme toujours, il y a plein de cagnottes. Elle me dit, si je gagne au loto, moi, mon rêve, c'est d'acheter un bateau de peinture et repeindre tout Alger en blanc. Acheter de la peinture blanche pour repeindre Alger en blanc. Ouais, les idées déjà. Et deuxièmement, lui, ce qu'il voulait, c'est que, il m'a dit, il faut sortir de, pour qu'on s'en sorte, c'est l'économie. L'économie algérienne est malade, donc il m'a cité un tuyau d'échappement. Mais quand il est passé à gauche, à droite, nous on rafistole, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut le changer complètement. Voilà, complètement. D'ailleurs, tu racontes dans ton livre, Hamid aussi, c'est qu'à un moment donné, il voulait se retirer de la politique, il était dégoûté. Il t'avait même proposé de t'associer, de devenir associé avec lui pour un projet d'importation. Il voulait faire de l'importation en Algérie. Ben, à un moment donné, ce qu'il m'avait dit, voilà, rien ne marchait. Comme je te dis, l'économie était devenue à zéro. Zéro, il n'y avait rien. Lui, il n'avait pas de poste. Donc moi, j'ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que les affaires, comment tu vois les affaires? Lui, il me dit, écoutez, les affaires, pour faire redémarrer le pays, il faut importer déjà, parce qu'il n'y avait rien à Alger. Donc lui, il me dit, on peut, si tu veux, importer des trucs, importer quelque chose qui manque. D'abord, il faut faire le tour des commerçants, leur dire ce qu'il leur manque, et tu vas leur acheter ce qui manquait tout. Voilà, donc après, on a parlé comme ça rapidement, mais ça m'intéressait pas, voilà. Même Saïdi, je lui avais dit aussi, est-ce qu'il y a des affaires à faire pendant la décennie noire? Il m'a dit non. Il m'a dit, le seul aujourd'hui chose qui peut marcher en Algérie, c'est la sécurité. C'est les caméras, c'est ceci, c'est cela. Par la suite, et c'est vrai. Et Hamid, c'est quand même incroyable ce que le Tebboune que tu as connu et le Tebboune qu'on le voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux personnages différents. Est-ce que tu reconnais ton ami aujourd'hui? D'abord, est-ce que tu es resté ami avec lui jusqu'à quand? Et comment vous vous êtes perdu de vue? Et comment tu le vois aujourd'hui? Comment tu le perçois? Comment est-ce qu'il était resté fidèle à lui-même? Alors moi, j'ai revu Tebboune je l'ai revu rue de Rivoli, quand il était Premier ministre. En 2017. Voilà, il m'avait donné rendez-vous. Il arrive à Alger, donc il a été écarté, si tu te rappelles de ça. Ouais, l'été 2017. Voilà, il a été écarté, bon, il m'avait donné, mais je l'avais perdu de vue parce que moi aussi, il fallait que je m'occupe de mes affaires. Il fallait que je m'occupe des affaires. Lui, c'est un homme politique, il est algérien, il s'occupe de la politique en Algérie. Moi, je suis là, je m'occupe de mes affaires parce que... Et au début des années 2000, vous vous êtes plus revus. Après la décennie voilà, on noire. ne s'est pas revus. On ne s'est pas revus. Lui, il a pris le... Voilà. Alors, Abdelmajid Tebboune, je pense, aujourd'hui, il a traversé le désert comme je l'ai connu. Ensuite, il arrive au pouvoir en 2000. En 2019. 2019. Là, il a trouvé un grand chantier, plein de problèmes, que des problèmes. Après, Boutef. Il y a eu Gaïd Salah. Donc, il y a une instabilité politique. L'Algérie avait besoin d'un président. On a élu Abdelmajid Tebboune. Lui qui, à mon avis, hein, ça c'est mon opinion, il a trouvé un grand chantier qu'il fallait vraiment nettoyer. Pas de chance. Il n'avait pas eu de chance. Il y a eu le Covid. Tout de suite après. Covid, il tombe malade.
C'est bien, vous êtes bien d'accord? C'est ça, oui, Ah, c'est il la tombe vérité. malade. Entre 2020 et 2021. Voilà, il va se soigner à l'étranger. Donc il laisse l'Algérie un pouvoir limité. C'est l'intérim. Encore une fois, pas de président. Voilà, bon, en Allemagne, pour se soigner, il revient, son pronostic était presque engagé, on l'avait dit. Hein. Dieu merci, il s'en est bien tiré. C'est un homme qui a beaucoup la baraka. Il a vraiment la baraka. C'est un homme qui a beaucoup de baraka. Voilà. Donc il revient à Alger. Après ses soins, il fallait la convalescence. Le rétablissement du président. On est bien d'accord. Il a traversé maintenant une maladie. Maladie grave, c'était le Covid, c'était... Donc il revient, il a perdu encore du temps. Il a perdu encore du temps. C'était, comment on peut dire, il y avait l'avion, mais il n'y avait pas le pilote. Donc il y avait un concours de circonstances qui lui était hostile, ce que tu voulais dire. Voilà. Donc, est-ce que tu sais un peu les événements? Voilà. Oui, c'est pour ça, voilà. Il arrive, c'est un gros chantier, il y a le bazar partout. Il y a le bazar, il y a des... voilà, trucs politiques, il y a l'instabilité politique après Boutef, on l'a bien vu. Gad Salah après, il y a eu le Hirak, il y a tout. Après, on lui dit, voilà. Et il est élu comme... Aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord avec sa politique? Mettre les journalistes en prison, criminaliser le MAC, la répression du Hirak. Est-ce que c'est ça? Parce qu'entre le Majid Tebboune que tu nous décris et le Majid Tebboune qu'on voit aujourd'hui, il y a une grosse différence, il y a Hamid. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé? Est-ce que l'ami que tu avais connu, les années 90, aurait pu condamner à mort des journalistes ou la mettre en prison des journalistes et des opposants? Moi, je vais dire, je suis très confiant. Je lui fais beaucoup confiance. C'est quelqu'un qui est très, qui a ses principes. Je suis sûr, là, il est candidat à la présidence. S'il devient président de la République une deuxième fois, je suis sûr qu'il va prendre, comme on appelle ça, les cornes. Le bœuf par les cornes, on va dire. Voilà. Voilà, il va reprendre, voilà, il va être aux manettes. Et je suis sûr que ça va être le... D'abord, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a été ministre, ceci. Comme j'ai dit, c'est un enfant du peuple. C'est pas... je lui ai prêté l'argent, il me l'a rendu, tout ça, c'est parce que c'est un enfant du peuple, c'est pas un oligarque ou quelqu'un qui a... Tu lui fais confiance? C'est quelqu'un de simple qui, voilà, et qui est instruit, voilà, qui a fait des études politiques. Et moi, je lui fais confiance, je suis sûr qu'il va faire que du bien pour l'Algérie parce que je l'ai connu. On ne change pas comme ça, que ça vient du cœur. Ça ne vient pas... vous voyez, si on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. C'est-à-dire, selon toi, le premier mandat, ça s'est mal passé peut-être parce qu'il y a eu des circonstances qui ont été contre lui. Voilà, il a perdu beaucoup de temps, déjà. On a perdu beaucoup de temps, l'Algérie s'est retrouvée sans président, il y a beaucoup de... Voilà, il était saturé. Saturé de travail, saturé parce qu'il était malade. Reprendre ses forces prend beaucoup de temps. Pendant le Covid, il a eu le Covid, je ne sais pas, voilà. Donc moi, je lui fais confiance, je suis sûr que c'est la personne qu'il faut pour l'Algérie. Personnellement. On poursuivra ce débat dans un tout autre épisode. Merci beaucoup, Hamid, d'avoir accepté notre invitation. Ce n'était qu'un premier épisode, on ne peut pas tout dire, on peut pas tout... Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'anecdotes dans ce livre-là. On vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode. Hamid sera encore avec nous et on continuera ses confessions. En tout cas, merci encore et je te dis à très bientôt, Hamid. Merci beaucoup, Abdou. Merci infiniment pour l'invitation et à très bientôt. À très bientôt, Merci.